Quel rôle devraient jouer les artistes face à la crise morale que nous traversons et que vous diagnostiquez comme la cause fondamentale de notre effondrement? Alors ça, vraiment, il y a des questions originales. C'est bien d'ailleurs, ça change l'eau du bocal parce que moi, je suis là. Moi, je n'ai pas peur. Hein. Je réponds, je dis à chaque fois ce que je pense. Alors, je vais vous dire ce que je pense. Je trouve que les artistes ne jouent pas le rôle qu'ils devraient jouer. Voilà. Il y a trop d'artistes qui ont un réflexe pavlovien. Ah, je suis de gauche. Et donc, je suis de gauche, donc je soutiens Mélenchon. Or, Mélenchon a dit que sortir de l'euro, c'était être maréchaliste. Je rappelle, hein, c'est une citation que moi, je l'ai jamais digérée. Hein. Lorsque Mélenchon avait dit, je crois que c'était en 2005, vouloir sortir de l'euro, c'était être maréchaliste, c'est-à-dire pétainiste. C'est un scandale, cette déclaration. Je ne sais pas ce qu'il en pense maintenant, d'ailleurs. Puisque de toute façon, l'euro explosera. Bon. Il me semble que les artistes ont quelque chose à apporter et devraient se mobiliser, justement, dans le cadre de notre mouvement. La résistance, dont je parlais tout à l'heure, le Conseil national de la résistance, a été vanté, chanté par notamment un poète communiste, Aragon, dans un poème qui s'appelle La Rose et le Réséda, et il disait justement que la résistance, ce sont des vers très célèbres et qui sont très beaux, rassemblait celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas. C'est-à-dire celui qui croyait au ciel, c'est-à-dire un catholique, voilà, et celui qui n'y croyait pas, un athée communiste. C'est beau. Hein. Il faut rassembler ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas pour sauver notre patrie de la programmation de la destruction qui est en cours. Je me réjouis qu'à l'UPR, nous ayons des artistes d'ailleurs. Et je salue ici, ils me regardent peut-être, lors de notre réunion à Limoges, à la fin, parmi les gens qui sont venus me voir, il y a eu 2 artistes lyriques qui sont venus me voir. Ils vont se reconnaître puisque je parle d'eux, je ne vais pas donner leur nom, qui se trouvaient l'un et l'autre être des ténors d'opéra, qui donc d'ailleurs chantaient à l'opéra de Limoges, l'un étant spécialiste des opéras wagnériens, notamment du rôle de Siegmund. Siegmund, ça veut dire la bouche de la victoire en allemand. Siegmund, c'est un prénom. Et l'autre ayant un répertoire peut-être plus vaste, en tout cas à la fois italien, mais aussi baroque. Et on a discuté, je lui ai dit que j'aimais bien l'opéra baroque, notamment. Il y a ce magnifique air dans l'opéra de Xerxes de Handel, qui arrive très très vite, juste après l'introduction de l'opéra, qui est Ombra mai fu. Certains peut-être connaissent. C'est un des très très grands airs d'opéra baroque du XVIIIe siècle, début XVIIIe, de Handel, qui était ce compositeur allemand qui s'était installé à la cour anglaise. Et bien je lui disais ça, et alors ça a été assez drôle parce que il a aussitôt chanté cet air qui normalement est fait pour des contre-ténors, enfin des hautes contres, mais que lui est ténor, donc il a une voix un petit peu moins haut perché. Mais il a chanté. Alors c'est tombé, on était en train de faire des signatures et ça a enchanté en fait l'assistance. Voilà, c'était l'irruption de quelque chose, d'un monde différent, d'un monde nouveau, d'un monde justement artistique. Moi, je ne souhaiterais qu'une chose, c'est que là, je parle de chanteurs lyriques parce qu'on en a, mais on a des musiciens, on a des peintres, on a des sculpteurs, on a des gens comme ça. Mais j'aimerais que plus et notamment des artistes de grand renom, ou des acteurs de cinéma, ou des actrices de cinéma, ou des chanteurs, des philosophes, des intellectuels au sens large, rejoignent l'UPR. Et malheureusement, ça n'est pas le cas. Il faut reconnaître que à la France libre, il n'y avait pas grand monde non plus. Hein. Et beaucoup, je ne vais pas avoir la cruauté de donner la liste de tous les artistes de cinéma ou de tous les chanteurs qui se sont compromis dans la collaboration dans les années 1940-1944. Voilà. J'espère que je lance ici un appel à toutes celles et tous ceux qui m'écoutent, et bien qu'ils viennent à l'UPR, qu'ils se manifestent pour nous, ça serait bien. Une question qui nous fait redescendre un petit peu sur Terre. Bonsoir Monsieur Asselineau. Pourquoi le sujet des bases américaines découvertes en Ukraine ne fait-il pas plus de bruit? Est-ce une manière pour les États-Unis de se retirer du conflit?
je suis comme cet internaute. C'est un scandale. C'est un énième scandale. Lorsque Macron, interpellé, je crois, par une manifestante, j'ai vu ça, ça a tourné il y a quelques jours, explique que tout est de la faute de la Russie, et ci et ça, il ment. Il ment. On sait que la révolution du Maïdan, c'était une révolution de couleur, qui a été manigancée par Madame Victoria Nuland, laquelle d'ailleurs a été priée de présenter sa démission parce que le FBI enquête sur cette dame qui est au cœur de l'appareil du deep state américain, et il y aurait 10 à 16 milliards de dollars qui se seraient évaporés. Donc c'est quand même un truc incroyable. On sait qu'après cette révolution du Maïdan, donc de 2014, dans les jours qui ont suivi, la CIA a installé des bases secrètes, une douzaine le long de la frontière russe. Ce sont des opérations agressives. Hein. Le caractère agressif, ça n'est pas la Russie. L'agressivité vient des États-Unis et de l'OTAN. C'est pour ça que c'est un mensonge scandaleux et honteux, en fait, que de présenter les choses comme s'il y avait... L'Ukraine était comme je l'ai déjà dit, c'était un petit peu le petit chaperon rouge, tout gentil comme ça, mais d'un seul coup, il y a le grand méchant loup rouge qui lui a sauté dessus pour... Non, c'est pas vrai. C'est pas du tout comme ça que les choses se sont passées. C'est que ça, après des années et des années, après il y a eu les accords de Minsk, enfin les gens qui me suivent le connaissent. Il n'y a pas que moi qui le dis. Hein, il y a plein de gens, Jacques Beau, Caroline Galacteros, Xavier Moreau, Jacques Sapir. Il suffit d'aller sur la sphère Internet où vous avez des gens qui sont honnêtes, qui sont des gens qui connaissent le sujet et qui expliquent ce qui s'est vraiment passé. Et quand on dit ça, c'est pas parce qu'on est payé par Poutine. Il y a des critiques à faire au régime de Poutine, bien entendu, comme à tous les régimes, y compris bien sûr au régime français. Mais il est important de revenir à la vérité pour ne pas se laisser entraîner, ne pas subir le bourrage de crâne comme nos aïeux en 1914 l'ont subi, hein, jusqu'à la catastrophe finale de la guerre de 14-18. Donc il faut revenir. Voilà, les Russes ont commis le péché d'intervenir en Ukraine le 24 février. Ils ont donné l'impression au monde que c'était eux les agresseurs. Personnellement, j'avais dit qu'à mon avis, ils n'auraient pas dû le faire. Ils auraient dû poursuivre et continuer aux Nations Unies. Mais je reconnais aussi que c'est facile à dire lorsque les populations du Donbass, notamment, recevaient depuis des mois et des mois des bombardements, que les accords de Minsk étaient censés assurer l'autonomie de ces provinces russophones et russophiles et peuplées de Russes, et bien que ces accords de Minsk qui étaient censés être garantis par la France et par l'Allemagne, la France et l'Allemagne ne les faisaient pas du tout respecter. Voilà, donc il faut revenir au sens des réalités sur ces questions. Alors je suis d'accord avec cet internaute, c'est pas normal que cette affaire qui a été révélée par le New York Times ne fasse pas la une des journaux. C'est pas normal que nous ayons des journalistes, quand ils voient Macron, qui disent, que les journalistes disent « Mais monsieur le président de la République française, vous mentez. La présentation des événements que vous faites au peuple français est fausse. » Ça n'est pas comme ça. Les événements n'ont pas commencé le 24 février 2022. Ils ont commencé, on pourrait même dire, depuis 1920 avec la construction de cet État factice. Mais en tout cas, l'accélération des problèmes, ça a été l'éclatement de l'URSS, l'indépendance de l'Ukraine qui avait récupéré la Crimée avec le port des Sébastopol. Et puis c'est toute la pensée géostratégique américaine qui consiste à arracher l'Ukraine à la zone d'influence russe pour positionner les forces de l'OTAN juste à la frontière de la Russie, avec l'espoir ensuite de démanteler la Russie. Je renvoie à ma vidéo que j'ai faite sur le dialogue franco-russe. Je renvoie aux déclarations de Victoria Nuland elle-même, qui a expliqué, lorsqu'elle était donc encore en fonction, elle est sous-secrétaire d'État aux affaires politiques récemment, elle avait expliqué, il n'y a pas si longtemps, que la Russie avait 150 millions d'habitants, enfin 145, 150, 155 millions d'habitants pour un territoire qui est le plus grand pays du monde, et que c'était beaucoup trop. Voilà. Les États-Unis ne s'en sont pas cachés. Hein. Ils veulent découper en morceaux la Russie parce qu'ils estiment qu'au XXIe, XXIIe siècle, eh bien, il y a des hydrocarbures, des terres rares, etc., et qu'il faut aller se servir. Voilà, c'est ça la vérité. Donc, normalement, ce débat, cette affaire des 12 bases secrètes de la CIA devrait faire la une des journaux. Comme d'ailleurs, vous l'avez peut-être vu, c'était, je crois, hier, il y a eu un débat au Conseil de sécurité des Nations Unies où la Russie a demandé qu'il y ait
une enquête internationale qu'ils ont enfin lancé une enquête internationale et indépendante sur qui a saboté Nord Stream. Et le fait que ni la France, ni l'Angleterre, ni l'Allemagne, ni l'Autriche, qui étaient copropriétaires de ce gazoduc à égalité 50-50 avec la Russie, le fait que ces pays qui sont membres soit de l'Union européenne, soit de l'OTAN, soit des deux, que ces pays ne bronchent pas, signe de façon irréfragable, d'une part, la culpabilité des États-Unis d'Amérique, puisque Mme Victoria Nuland, comme Joe Biden avait annoncé que le gazoduc cesserait d'exister, mais signe aussi, je sais pas, la vassalité définitive, enfin la servilité des dirigeants français, allemands, autrichiens, britanniques devant l'oncle Sam. C'est justement là-dessus que la Russie est en train de porter le fer aux Nations Unies, sans doute aidée d'ailleurs par la Chine.